Madame, Monsieur, bonjour. Le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le succès n'est pas facile, l'échec n'est pas fatal, mais le courage de continuer, c'est ça qui compte véritablement. Eh bien, cette pensée vient de Winston Churchill. C'est avec ça que nous ouvrons cette émission qui nous permettra véritablement de décortiquer l'actualité, et bien sur le plan international. Direction donc, eh bien, la salle de rédaction, ou si vous voulez, direction l'autre studio pour permettre à Naomi, eh bien, Soumanou, qui est déjà sur place, de nous présenter le journal de Morning Live. Modeste Aliwanou, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Merci de me retrouver une nouvelle fois ce week-end pour ce journal de Morning Live. Nous nous dirigeons donc en Angleterre avec le décès de la reine Elisabeth II de Grande-Bretagne, qui n'est plus bien sûr dans l'actualité, mais c'est le contraire pour le débat qui a relancé dans de nombreux pays, qui a été relancé dans de nombreux pays du Commonwealth, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques, sur leur futur lien avec la monarchie. Regardez. La Grande-Bretagne n'est pas le seul pays à avoir un nouveau roi. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Jamaïque sont parmi les 14 autres nations où le roi Charles III est le nouveau chef d'État. 56 pays sont membres du Commonwealth, une association d'anciennes colonies britanniques pour la plupart, avec Charles à sa tête. De nombreux pays ont vraiment réfléchi à leur propre rôle et à leur propre place dans le Commonwealth. Et je pense que maintenant que la reine Elisabeth est décédée, il y aura certainement plus de mouvements pour se dissocier du Commonwealth. Le Premier ministre australien veut un référendum sur le retrait du monarque britannique en tant que chef d'État lors du prochain Parlement. Les États caribéens d'Antigua et Barbuda et de Sainte-Lucie ont exprimé des projets similaires. Les Bahamas ont déclaré la semaine dernière que tel référendum était possible. Un sondage réalisé au mois d'août, avant le décès de la reine Elisabeth, a montré que 56% des Jamaïcains étaient favorables à la suppression du monarque britannique à la tête de l'État. L'année dernière, la Barbade est devenue une république, rompant ainsi ses liens avec la monarchie britannique. Je fais valoir que le cheminement de la Barbade vers une république n'était pas un rejet de la reine ou de la monarchie, mais plutôt l'affirmation d'un droit à l'autodétermination. Cette année, le Togo et le Gabon, deux anciennes colonies françaises d'Afrique, ont rejoint le Commonwealth. Cela montre qu'il n'est pas en déclin, affirme Guy Hewitt. Charles, le nouveau chef du Commonwealth, a travaillé en étroite collaboration avec sa mère en tant que prince des Galles, a beaucoup voyagé dans le Commonwealth et à titre personnel en défendant des causes comme le développement durable et la protection de l'environnement. L'héritage de la domination coloniale fait partie intégrante du débat. La Grande-Bretagne et d'autres nations européennes ont réduit des millions d'Africains en esclavage jusqu'au 19e siècle, les forçant à travailler dans les plantations de la Caraïbe et des Amériques. Ce Commonwealth des nations, cette richesse appartient à l'Angleterre. Cette richesse, nous ne l'avons jamais partagée. Donc, pour nous, en Jamaïque, la monarchie est un dur rappel de notre passé malheureux. La monarchie a exprimé sa tristesse pour les abus coloniaux, mais la Grande-Bretagne n'a pas présenté d'excuses officielles. Des excuses sont nécessaires, nous devons voir des remords et nous devons voir un moment où les réparations deviennent importantes dans la manière dont nous allons de l'avant en tant qu'ancienne colonie. Ces excuses devraient venir du gouvernement britannique, soutient Guy Hewitt. Oui, il est nécessaire que ces puissances coloniales assument la responsabilité de ce qu'elles ont fait. Mais dans le cas du chef du Commonwealth ou du roi du Royaume-Uni, de ces autres royaumes, ce n'est pas leur responsabilité. De nombreux analystes s'accordent à dire que le respect pour la reine Elisabeth II a soudé le Commonwealth. Avec un nouveau roi à sa tête, l'avenir de l'organisation est moins certain. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme ce journal de Morning Live.
Modeste Saliwanou, je vous rends l'antenne. Merci Naomi Soumanou. Vous avez donc très rapidement inspiré là. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, on revient dans le vif du sujet. Une équipe réduite ce matin pour conduire cette émission Morning Live. Juste à ma droite, Aristide Kanoussou, bonjour. Bonjour Modeste Aniwanou. Bonjour à tous les téléspectateurs qui sont déjà à ce rendez-vous et qui nous regardent. Nous sommes là certainement pour partager avec eux notre point de vue sur l'actualité d'ici comme d'ailleurs, comme vous le disiez si bien. On ne peut que leur dire merci pour la fidélité à ce programme. Ce n'est pas la grande forme depuis hier. Vous avez quelques petits problèmes de santé. On vous souhaite un prompt rétablissement, mais le devoir vous appeler ce matin et vous répondez présent. Merci. Alors, juste en face de vous, Léonard Soneipon. Oui, Léonard Soneipon. Léonard, bonjour. Bonjour Modeste Aniwanou, bonjour à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Merci donc de prendre ce rendez-vous matinal. Voilà, rendez-vous matinal. Chacun de nous a pris position donc dans ce paquebot. Adhésion du Togo, du Gabon, du Rwanda au Commonwealth, la francophonie en agonie. Nous parlerons également des organismes africains, à savoir l'UA, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEAC, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et autres qui en réalité ne sont que de tigres en papier puisque incapables quelquefois de résoudre les problèmes qui se posent au continent africain. L'élément qui est passé tout à l'heure dans le journal de notre consoeur Naomi Soumanou nous permet rapidement de rebondir sur l'adhésion du Togo, du Gabon et du Rwanda au Commonwealth, la francophonie en agonie. Aristide Kanoussou, est-ce que vous pensez véritablement qu'au niveau de la France, on a des soucis à se faire si désormais les anciennes colonies adhèrent au Commonwealth? Bon, quel est le grand souci qu'on peut se faire? Moi, je me dis que est-ce qu'il est utile de quitter l'emprise d'un colonisateur, fût-il est ou néocolonisateur, pour se retrouver sous l'emprise de notre colonisateur? Et vous savez que le Commonwealth, c'est presque tous les anciens territoires britanniques qui sont, en tout cas tous les anciens territoires qui étaient sous l'emprise britannique, qui sont priorisés ou qui inspirent l'organisation de ce réseau-là. Et la francophonie, quant à elle, sa mission principale, c'est de vulgariser. Sa mission phare, c'est de vulgariser le français. Alors que de ce côté, tout au moins, ils aident les autres États, les États membres à combattre comment vous appelez ça, les problèmes de climat, les problèmes de sécurisation de territoire, les problèmes de gouvernance, de résilience climatique, etc., etc. Alors que de l'autre côté, la francophonie, quand vous observez bien, la priorité, c'est de faire la propagande du français, puisque jusqu'ici, on ne voit pas les effets de la francophonie si ce n'est pas avoir une mainmise invisible sur les États français. Bon, en tout cas, sur les États membres de la francophonie, naturellement, ce sont des États qui partagent en commun la langue française. Donc, j'estime que, oui, on démissionne de la francophonie pour aller au Commonwealth. C'est bien, parce que déjà, vous remarquez que la francophonie est en agonie au regard des grandes démissions qui ont été observées et des dénonciations, des révélations qui ont été faites sur les malversations financières généralement, les recrutements discrétionnaires et tout ce qui est contraire à l'objectivité recherchée, tout ce qui est contraire à la morale recherchée, tout ce qui est contraire à l'exemplarité recherchée dans les États membres. C'est ça qui est exhibé dans le fonctionnement de la francophonie. Alors quand ça arrive comme ça, il faut être véritablement courageux pour pouvoir jeter le tablier et prendre une autre direction. Je pense que certains États ont compris et ils se sont démis de cette chaîne-là, cette lourde chaîne qui les enfonçait, les maintenait
en quelque sorte sous le joug de la pauvreté, je vais le dire, parce que eh bien, une organisation dont vous êtes membre et qui ne favorise pas votre essor ou l'essor de votre nation, c'est inutile. Maintenant, quand on démissionne ou quand on jette le tablier au niveau de la francophonie et qu'on va au Commonwealth, eh bien, il faut pouvoir veiller à ce que les priorités soient eh bien, prises en compte. Parce que les priorités, c'est quoi? Ceux qui, généralement, sont face aux problèmes de climat, ceux qui sont face aux problèmes de gouvernance, etc., peuvent véritablement solliciter l'aide de cette organisation. Mais l'aide à quel niveau, à quelle hauteur, à quelle limite? C'est quoi cette aide-là dont la rétribution ne va pas empiéter sur l'économie de l'État membre? Quel est le prix à payer par rapport à cette aide-là, à ce secours-là que ce soit le Commonwealth ou la francophonie va apporter à ces États-là? C'est ça aussi la préoccupation. Quel est le prix à payer par ce peuple, le peuple qui a désigné ces chefs d'État-là pour eh bien, les représenter et qui ont choisi à leur tour d'appartenir à une organisation internationale? Quel est le prix à payer par ce peuple au nom de cette appartenance à cette organisation? Bon, en définitive, ce peuple n'a été jamais consulté avant oui, en prenne des décisions pareilles. Ce peuple n'a jamais été consulté. Et mieux, on ne prend jamais en compte, bien que connaissant les besoins de ce peuple, parce qu'avant d'être élus, ils sont passés par la base. Ils savent déjà les besoins fondamentaux de ce peuple-là. Ils connaissent les aspirations, les besoins de leur territoire. Et donc, une fois élus, et qui devraient peut-être porter les aspirations, les besoins, les urgences de ce peuple-là vers les organisations auxquelles l'État appartient, il se trouve que, eh bien, ils passent à côté de l'essentiel. Ils savent de quoi leur pays a besoin. Quand vous suivez généralement leur discours d'État... Non, de campagne, il faut dire, discours de campagne, naturellement, de campagne, ils sont très précis sur les différents points. Et c'est ça même qui est le point d'achoppement, c'est ça même qui constitue l'appât pour se faire élire, parce qu'ils touchent généralement les points sensibles sur lesquels le peuple les attend. Mais in fine, qu'est-ce qui se passe après? Donc c'est de ça qu'il est question. Ce prix-là, quel est le prix que ce peuple-là va payer après qu'un État démissionne de la francophonie pour aller vers le Commonwealth? Et c'est quoi le besoin fondamental que vous allez soumettre là-bas pour que l'organisation puisse vous venir au secours? Donc c'est plein de questions auxquelles certainement ils trouveront de réponses les mois, les jours, les années à venir. Une chose est sûre, moi je suis contre le fait qu'il faut quitter une emprise coloniale pour aller vers une autre. C'est de ça qu'il est question. On doit pouvoir être plus Aristide indépendant. Canousso, oui, je vous reviens tout à l'heure. Alors, on a constaté que lorsque le Gabon a quitté la francophonie, lorsque les Gabonais ont pris la décision de rejoindre la francophonie, il y a tout de suite comme on dit, au niveau de la France, on a riposté automatiquement. Ce sont donc les biens qui appartiennent à la famille Bongo, qui ont été donc véritablement, on a saisi la justice pour que ces biens qu'on a attribués à certains soient arrachés. C'est donc dire que la France, elle aussi, n'est pas d'accord sur le départ de ces nations qui ont quitté la francophonie pour rejoindre le Commonwealth. Moi, je ne sais pas s'il y a une corrélation avec le fait qu'on ait saisi les biens de la dynastie Bongo. Mais moi, je pense que l'adhésion aujourd'hui du Commonwealth par certains pays africains qui, de la racine, sont francophones, de part du fait qu'ils aient été colonisés par la France, est due aujourd'hui à une diversité. C'est-à-dire que le mot que je pourrais utiliser pour exprimer ce que veulent faire ces différents pays, que ce soit le Rwanda ou bien le Gabon ou encore d'autres, c'est que véritablement, ils veulent diversifier leurs partenariats. Et quand on veut diversifier ces partenariats, il faut donc recourir à d'autres personnes et ne plus rester cloîtré avec la même personne, avec la francophonie, avec la France tout le temps. Et cela demande à ce que
vous entrez par exemple dans le Commonwealth et l'exemple le plus patent de développement après son adhésion au Commonwealth, c'est le Rwanda. Vous voyez aujourd'hui l'ascension, vous voyez aujourd'hui le développement économique fulgurant donc du Rwanda, ce qui pousse parfois certains pays à se dire, mais ça veut dire que là-bas, il y a de la matière. Et il ne faut pas oublier également que quand vous entrez dans le Commonwealth, il y a plusieurs débouchés, contrairement à la francophonie. Parce que dans la francophonie, généralement, c'est la France seule qui est enclin à vous aider, c'est la France seule qui dirige donc ce réseau-là. Alors que quand vous prenez le Commonwealth, déjà quand on parle du Royaume-Uni, ce n'est pas un seul pays, c'est toute une entité. Et donc, quand on prend l'un dans l'autre, on voit véritablement que quand on entre dans le Commonwealth, ça profite véritablement. Et aussi, il ne faut pas occulter le fait que ces pays africains-là qui entrent dans le Commonwealth ont généralement beaucoup de difficultés économiques. Et quand vous avez de difficultés économiques, regardez, vous allez voir la différence abyssale qu'il y a entre ces pays-là qui sont restés donc, sous tutorat, même si on dit que nous sommes indépendants, mais moi j'estime que nous sommes encore sous tutorat, c'est-à-dire qu'on a encore un tuteur, et qui sont donc les colons d'entretemps. Les pays anglophones ou anglo-saxons qui, entre-temps, ont été des colons de certains pays, quand vous prenez le Ghana, quand vous prenez l'Afrique du Sud, quand vous prenez le Nigeria, regardez leur développement comparativement aux pays francophones. Vous allez voir une différence abyssale qui s'observe et qui pousse parfois certains dirigeants à se dire, est-ce qu'il ne faut pas aller voir vers d'autres horizons? Parce que, est-ce que la personne ou est-ce que l'État avec lequel nous discutons tout le temps est franc dans ces discussions, est franc dans ces collaborations? Et aller voir d'autres horizons. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les États, ce n'est pas que le Rwanda et d'autres pays qui sont en train aujourd'hui d'entrer dans le Commonwealth, on doit dépasser le fait d'être cloîtré, le fait d'être centré uniquement sur la France et aller chercher d'autres partenaires. Chercher d'autres partenaires, c'est aller voir des partenaires, par exemple, comme la Russie, la Turquie, la Chine, pour véritablement avoir ou bénéficier de leur expertise dans certains domaines clés. Il ne faut pas être dans la posture ou bien avoir pour idée le fait que le colon, l'ex-colon, puisse nous critiquer, parce que parfois c'est cette peur-là de ces anciennes colonies qui sont devenues entre-temps indépendantes, entre griffes, de ne pas décevoir le maître. C'est-à-dire il faut rester dans les lignes, il faut rester dans les rangs, pour ne pas qu'on dise que vous êtes l'enfant récalcitrant. Et dans ce contexte-là, il faut, je le disais, pluralité, diversification. Et cette diversification-là passe forcément à aller voir d'autres personnes, d'autres partenaires. Et c'est pour cela que moi, je salue cette adhésion donc, du Gabon. Entre-temps, le Togo a fait également son adhésion, mais ce n'est pas... Le Rwanda a été la première nation véritablement à appartenir au Commonwealth. Et ce n'est pas systématique. Il ne faut pas dire que c'est systématique. Dès que vous entrez dans le Commonwealth, vous avez automatiquement un développement parce que le Cameroun y est. Voilà. Aristide Kanoussou, eh bien, on constate aujourd'hui que le français n'est plus la langue officielle du Rwanda. Le Rwanda, désormais, la langue officielle à ce niveau-là, c'est l'anglais. Ça veut dire tout simplement que le Rwanda de Paul Kagame est allé pieds joints eh bien, au sein du Commonwealth. Et lorsque vous jetez un regard sur ce qui se passe dans cette nation aujourd'hui, eh bien, Léonard Soneille, on l'a dit tout à l'heure, on constate que cette nation est désormais une nation prospère. C'est-à-dire qu'au niveau de la francophonie, il y a de la retenue, et cette retenue ne permet pas aux nations de se développer, et qu'au niveau du Commonwealth, eh bien, il y a bien des choses qui permettent aux nations de prendre une nouvelle dimension sur le plan du développement. Eh bien, vous savez que l'une des priorités du Commonwealth, c'est de relever les pays vulnérables. Relever les pays vulnérables, les pays pauvres, et les élever au rang eh bien, des pays développés du monde. Et vous savez que le Rwanda a traversé une crise
ethnocentrique qui a fait que le pays a sombré véritablement. Et donc, il fallait quand même que le partenaire qui se pointera ou le choix que le Rwanda aurait opéré pour redresser les choses puisse être un choix conséquent. Et au-delà de la conséquence de ce choix, il faut aussi que celui ou celle qui est choisi puisse mesurer l'enjeu, l'importance et l'urgence du besoin de redresser le Rwanda. Donc le Rwanda aujourd'hui a compris véritablement qu'il fallait changer de paradigme, il fallait s'orienter vers autre chose. Mais moi, je dis toujours, moi je suis pour les partenariats individuels. Je ne suis pas pour le fait qu'on doit forcément appartenir à une organisation, fût-elle francophone ou, je ne sais pas, anglophone, avant de pouvoir bénéficier d'un développement. Il faut un partenariat individuel. Ces organisations, quels sont généralement leurs buts inavoués? Le but inavoué, c'est de contrôler un réseau. C'est de créer un réseau qu'ils contrôlent. Alors, quand vous créez un réseau que vous contrôlez, vous ne pouvez que insidieusement injecter le virus de soit la pagaille ou soit ce que vous voulez quand vous voulez. Donc, à un moment donné, quand vous voulez faire passer un message, quand vous voulez faire passer quelque chose, il suffit de toucher les valets de ce réseau-là qui vont insidieusement faire passer votre message, faire passer votre logique. Donc, moi, je suis pour le fait que quand c'est un partenariat égal à égal, vous voyez, la Chine n'est pas dans ces histoires-là. La Chine crée une coopération avec vous, elle vous aide et puis chacun gagne quelque chose en retour. Donc, quand c'est comme ça, vous êtes sûr que, in fine, vous n'êtes pas abject à dire que mon pays est redevable, peut-être sur un centenaire, un cinquantenaire, je ne sais pas plus sur quel millénaire, à l'endroit de telle organisation, à l'endroit de tel royaume ou de tel pays. Donc, cette redevabilité devrait être définie par rapport à un partenariat clair et bien défini. Si le partenariat, si c'est avec la Russie par exemple, le partenariat est défini, chacun sait ce qu'il a à faire de façon précise. Alors, à un moment donné, on sait que, si le contrat qui nous lie vient à terme, on peut rompre ce contrat-là, tout simplement. Mais par contre, quand vous appartenez à une organisation, à un moment donné, quand vous décidez de rompre les amarres, puisque c'est un réseau, ils vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. Puisque c'est un réseau, ils vont essayer de peindre tout ce que vous faites en noir au sein de ce réseau-là. Et quand vous allez vouloir développer un partenariat à l'échelle internationale qui doit vous obliger à passer forcément par l'un des pays qui appartient à ce réseau-là, figurez-vous, on vous opposera un blocage. Donc, c'est pourquoi moi, je suis pour le fait que, il faut, à l'étape où nous sommes, peut-être de par le passé, oui, ce qui s'était passé. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, il faut viser beaucoup plus les coopérations bilatérales, État à État, tout simplement, et ne pas forcément se mettre dans une organisation avant d'avancer. Et comme vous le disiez si bien, le Rwanda aussi avait pris ses responsabilités. Si le Rwanda n'avait pas pris ses responsabilités, avec tous ces milliers de morts qu'il y a eu, le pays était déjà, je ne dirais plus à feu, le pays était déjà en cendres. Et donc, il fallait quand même faire régénérer ce pays-là. Et l'organisation, le Commonwealth, avait vu l'urgence de pouvoir mettre véritablement les moyens. Et aujourd'hui, moi, je suis même heureux pour le Rwanda qui accueille même des pays francophones, les maires des pays francophones. Je me rappelle, il y a un an, les maires des pays francophones, beaucoup de maires ici au Bénin sont allés là-bas au Rwanda se faire former sur le mode de gouvernance. Donc, au-delà de la construction dont le Rwanda a bénéficié, il faut aussi quand même qu'une formation, un leadership sur le mode de gouvernance soit adopté. Donc, quand vous avez le mode de gouvernance, c'est sûr que les investissements conséquents qui ont été faits ne seront pas gaspillés, ne seront pas dilapidés, ne seront pas mis à mal. Donc, au-delà de l'investissement, au-delà du redressement, il faut que la bonne gouvernance s'installe. Et c'est cette bonne gouvernance qui sert d'exemplarité peut-être aujourd'hui. J'avais beaucoup de maires du Bénin à la sortie de cette
de cette conférence au Rwanda il y a 1 ou 2 ans en arrière, eh bien, étaient très heureux, avec le sourire au visage, parce qu'ils se disent qu'ils ont gagné beaucoup de choses de ce point de vue. Donc moi, j'estime et je continue de soutenir que c'est bien d'avoir des coopérations ou d'intégrer à des organisations internationales qui, pour moi, restent des réseaux. Et quand on parle de réseau, c'est forcément à des fins inavouées. C'est mieux de préférer les coopérations individuelles entre États et, au-delà de ces coopérations, de miser sur la bonne gouvernance. Oui, une fois adhérés donc, au Commonwealth, ces États sont forcément exposés à des mesures de représailles au niveau de la France. Vous avez cité le cas des Gabonais, le cas donc de la dynastie Bongo, puisque vous l'avez si bien souligné tout à l'heure. Mais lorsqu'on prend la Grande-Bretagne qui est en train de se retirer de l'euro, vous savez, le national pense que la monnaie est bien commune aux pays européens qui est l'euro. La Grande-Bretagne est en train de se retirer. Je ne sais pas s'ils ont fini entièrement et totalement de régler les problèmes qui sont posés donc par comment on appelle les pays appartenant à l'euro. Mais pour le moment, la Grande-Bretagne reste une figure de proue pour les pays africains qui aujourd'hui ont adhéré au Commonwealth. Vous avez 1 minute pour qu'on puisse passer à un autre volet de ce débat. Absolument. Et moi, je pense que le réseau, en fait, c'est une solution parfois. Parce que, évoluant donc individuellement, vous n'arrivez pas forcément à avoir toutes les ressources. Aujourd'hui, les pays africains ont besoin de ressources, surtout économiques. Et avoir des ressources, surtout économiques, c'est pouvoir discuter, parler avec ceux-là qui sont dans les hautes sphères. Et généralement, ce sont des pays, ce sont des États qui n'aiment pas, quand vous êtes justement dans une collaboration ou bien une coopération bilatérale, ne sont pas forcément enclins à donner tout ce qu'ils ont. Maintenant, quand vous êtes dans un réseautage, ils ont plus de simplicité, ils ont plus de facilité parce qu'ils se disent que vous êtes des leurs. Et ça doit être du ressort donc des pays africains d'exiger du respect. Ce n'est pas forcément à ces pays-là qui, quoi qu'on dise, vont vouloir forcément des intérêts, vont vouloir forcément dominer, parce que, étant donc des pays ayant une certaine puissance, quand vous prenez par exemple la Chine, vous prenez tous les pays qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne vous leurre pas. Tous ces pays-là ont forcément un intérêt en Afrique et c'est pour cela qu'ils viennent. Maintenant, c'est aux pays africains d'imposer le respect, de dire, à partir d'aujourd'hui, nous voulons des contrats, nous voulons que cela se passe ainsi et comme ça, parce que l'Afrique, c'est le lendemain. Aujourd'hui, l'Europe se meurt. Et donc, eux tous, ils savent en leur âme et conscience que l'avenir, ce qui promet véritablement, c'est l'Afrique. 1, parce que nous avons les ressources naturelles. De 2, parce que nous avons la main-d'œuvre. Et que l'intelligence aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir que les Africains quittent leur territoire pour aller en Europe et ils vont là-bas et ils excellent. Et les Européens, les Asiatiques, les Américains, ils voient cela. Et donc aujourd'hui, il faut, si possible, entrer dans des réseaux, mais avoir une certaine indépendance vis-à-vis du réseau, écrire véritablement, dire ce qu'on cherche, ce qu'on recherche dans ce réseau-là, et ne pas aller en balade pour que, comme Aristide le disait, parce que ce n'est pas faux également, il ne faut pas quitter un dictat sous un dictat pour en arriver à un autre, parce que ça ne sert à rien du tout. Il faut conserver une certaine indépendance, une certaine neutralité vis-à-vis de certaines questions. Et c'est ce en quoi on voudrait véritablement voir ces pays-là qui intègrent le Commonwealth et d'autres organisations. On verra bien, puisque 3 pays africains ont déjà quitté la francophonie. Je ne sais pas si ces pays continuent d'être membres de la francophonie. C'est sûr qu'ils continuent d'être membres de cette francophonie-là, puisque les représailles pourraient véritablement amener d'autres problèmes. Donc, dans ces pays-là, on a vu qu'entre la France et le Rwanda, il y a eu beaucoup de difficultés. Finalement, Emmanuel Macron s'est déplacé pour aller au Rwanda afin donc de régler les différends avec son homologue rwandais, Paul Kagame. On va donc mettre en parenthèse ce sujet-là. On va y revenir, si tant est que notre pays africain adhère au Commonwealth. Et nous allons parler des organismes africains au rang desquels figure
l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La question aujourd'hui est de savoir si ces organismes internationaux, ces organismes régionaux et pourquoi pas sous-régionaux arrivent véritablement à permettre aux pays africains de régler les problèmes qui se posent à eux. Aristide Kanoussou, quel est le regard que vous portez sur ces organismes? L'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a cédé place à l'Union africaine qui en réalité devrait être une institution dans laquelle on prend des décisions qui s'imposent à tous les États africains, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Aristide Kanoussou. Moi, j'aime apprendre l'exemple du Mali, le cas le plus récent et le plus palpable qui nous permet de justifier que tous ces organismes dont vous faisiez mention il y a quelques instants sont des tigres en papier. Je vous emprunte la phrase et je l'assume. C'est véritablement des tigres en papier parce que rien qu'à regarder les sanctions qui ont été infligées au Mali en son temps, où on entend même dire un chef d'État ou un État membre de la CEDEAO dit nous leur donnons juste 3 mois, ils ne pourront pas résister. Ils vont désister, etc. Et quand on observe un scénario pareil où l'UEMOA même, qui est censé, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est censée aider les États membres à avoir une économie résiliente, se met à geler les avoirs d'un peuple souverain, se met à geler les avoirs des dirigeants aussi d'un peuple souverain, une communauté telle que la CEDEAO qui se met à fermer les frontières de tous les États membres à ce pays sanctionné par ces types de sanctions qui sortent de l'entendement. Et face à tout ceci, on remarque l'Union africaine dans une forme d'impassibilité. Et quand on met tout ceci ensemble, on se dit à quoi servent toutes ces organisations si ce n'est que servir les intérêts du colon. Ah oui, il faut le dire. Les intérêts du colon, il faut pouvoir désigner les choses, il faut pouvoir appeler un chat un chat, un chien un chien. C'est tout simplement ces valets-là qui continuent de servir les intérêts inavoués et d'être téléguidés par la France qui aujourd'hui veut toujours avoir la même mise sur ces États souverains. Donc moi j'estime que oui, ce sont des organisations régionales, sous-régionales, certes, mais ce ne sont pas des organisations indépendantes. C'est plutôt des tigres sur papier, comme vous le disiez, Valentin Adiboucha, et des tigres sur papier qui, au lieu d'aider les États de leur continent, les États qui sont membres de cette organisation, servent plutôt des intérêts inavoués d'un État qui a des dizaines de milliers de kilomètres d'ici pour pouvoir déstabiliser le peuple africain. Moi, j'estime que oui, c'est des tigres en papier parce que jusqu'ici, je vous l'ai dit, l'exemple le plus palpable, c'est le cas du Mali. Qu'est-ce que ces organisations jusqu'ici ont pu apporter au Mali? Rien. À part des problèmes, elles n'ont apporté aucune solution au Mali. Mieux, elles ont espéré que le Mali fléchisse. Elles ont espéré que le Mali trébuche. Elles ont espéré que le Mali succombe. Elles ont espéré profiter du cafouillage pour déstabiliser, détrôner le régime en place, le régime d'Assimi Goïta. Et vous devez constater, et c'est ça qu'il faut féliciter, il faut louer, que le régime d'Assimi Goïta est resté droit dans ses bottes à travers ces ministres qui sont restés conséquents envers eux-mêmes, qui sont restés le reflet de la volonté du peuple malien, qui sont restés le reflet de la dynamique recherchée par le peuple malien. Il faut aussi féliciter le peuple malien qui aussi est resté debout derrière ce régime-là. C'est de ça qu'il est question. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir, comme un seul homme, se lever et dire non à ces organisations qui sont comme des épouvantails aujourd'hui en Afrique et qui ne servent pratiquement qu'à chasser les oiseaux.
au lieu de faire pousser véritablement, faire émerger les plantes, les plantes qui vont servir à développer les États africains. Donc j'estime et je confirme que oui, ces organisations sont des tigres en papier puisqu'elles n'apportent véritablement rien. Oui, Léonard Sonneton, est-ce que les pays africains peuvent se passer de ces organismes internationaux pour véritablement parfaire leur développement, puisque vous avez suivi Aristide Kanoussou tout à l'heure, dans son sévère réquisitoire, a trouvé que c'est des organismes qui n'apportent rien de façon substantielle aux pays africains. Est-ce que ces pays-là peuvent s'en passer? Moi, je pense plutôt qu'on doit repenser ces organisations-là, parce que dans certains pays, il y a parfois des conflits, il y a parfois de la mauvaise gouvernance, il y a parfois de la mauvaise gestion. Et donc, quand ces contentieux-là arrivent et qu'il y a l'exécutif qui fait de feu de tout bois, il faut quand même des gens pour venir être donc les médiateurs. Et c'est véritablement pour cela que ces institutions-là ont été créées. C'est dans cette optique-là pour favoriser cela. Et moi, je pense que quand on regarde aujourd'hui, que ce soit la CEDEAO, la CEAC, l'UEMOA, même dans le Maghreb, on peut constater à suffisance qu'il y a déjà une limitation financière. C'est-à-dire que ces institutions-là, ces organismes ne sont pas indépendants financièrement. Et quand vous n'êtes pas indépendant financièrement, on peut vous téléguider très rapidement. Il y a également qu'il y a un fossé entre les décisions prises et les attentes des populations. Parce que, prenez par exemple le Mali, ou le Burkina Faso, ou un autre pays encore, la Guinée. Vous voyez les aspirations du peuple et vous voyez les décisions donc, prises par la CEDEAO. Il y a un gros fossé. Il y a également que parfois on peut sentir une bataille de leadership. Sans oublier que la libre circulation des personnes qui véritablement est l'un des piliers, par exemple, de la CEDEAO, n'est qu'une utopie. Parfois, pour quitter un État de la CEDEAO pour un autre, il faut des visas. Et ce n'est pas... Et quand vous prenez par les frontières aussi, il y a mille et une difficultés. Justement, c'est tout un protocole. Ouais, on parle de libre circulation des personnes et des biens. C'est une utopie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe. Et c'est l'un des points culminants. C'est ce pourquoi même on avait créé ce réseau-là, pour véritablement qu'on n'ait plus assez de difficultés pour circuler entre ces pays-là. Il y a également que l'intégration physique, économique et monétaire. Quand vous prenez aujourd'hui des institutions comme l'UEMOA, par exemple, qui prend des décisions qui sortent de l'ordinaire. Vous vous demandez, mais sur quoi ils se sont basés véritablement pour prendre de telles décisions? À la longue, ces institutions-là vont soit disparaître ou, comme on peut le constater aujourd'hui, vont devenir inefficaces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont donner des décisions, ils vont intimer des ordres, mais que personne ne va respecter parce que le peuple ou les peuples africains qui, entre eux, à travers leur président, ont souhaité que cette organisation puisse se créer, ne voient plus véritablement l'intérêt de ces organismes-là. Et on peut constater aujourd'hui que les conflits ne sont jamais généralement réglés en amont. C'est quand il y a conflit maintenant qu'on se joue aux sapeurs-pompiers, oubliant qu'on aurait pu intercéder en amont pour véritablement gérer la crise, pour véritablement que cela n'aille pas à cette hauteur-là. Et également, il faut dire que ces pays africains ne sont pas forcément des exemples. Et quand vous prenez certains chefs d'État africains, je l'ai eu à déjà dire dans ce même studio, quand vous êtes par exemple président de la CEDEAO et que dans votre pays c'est la dictature pure et que dans votre pays économiquement vous n'êtes pas prospère et que à côté juste il y a un conflit où c'est la même caricature, la même chose qui se passe chez vous,
c'est quand même impensable d'aller faire la leçon à votre collègue alors que dans votre pays, il se passe la même chose. Et donc, c'est un contraste et c'est quelque chose, moi, je dirais que parfois, c'est le fait que tous les présidents ou la majorité des présidents donc, de ces différentes associations soient des têtes un peu pourries qui font qu'ils ne peuvent que s'entraider. C'est-à-dire que même quand ils font mal, ils essaient de camoufler. On se donne la main et on n'essaie pas véritablement de dire ce qui ne va pas et quand il le faut. Et ça porte à mal le développement de chaque pays. Oui, Aristide Kanoussou, une question que je vais vous poser avant donc de demander à la régie de nous passer donc la réaction du ministre Abdoulaye Diop donc du Mali, qui a répondu donc au chef de la diplomatie française la dernière fois. Nous aurons cet élément-là, puisque visiblement d'aucuns pensent sur le continent africain, dans les pays ayant en commun l'usage du français, que c'est la France qui véritablement derrière ces institutions empêche ces institutions-là de jouer leur rôle, puisque ceux qui ont créé ces institutions sont obligés d'aller se déposer à l'Élysée pour bénéficier du soutien de la France qui véritablement les aide à conserver le pouvoir dans leur République. La preuve, c'est le dernier sommet, le lieu où ce sommet a été organisé ou tenu. Donc, vous prenez un sommet africain que vous allez organiser aux États-Unis. Ce matin, vous parlez un peu sans conviction. Là. Les téléspectateurs auront du mal à reconnaître Aristide Kanoussou. Non, il y a une différence entre conviction et force. Je parle peut-être avec moins de force, mais je ne parle pas sans conviction. Et je pense que, l'Afrique aujourd'hui, tel que vous le disiez si bien, à travers ces organismes internationaux, ont du mal à fonctionner seuls. Et quand vous avez du mal à fonctionner sans votre France paternaliste ou sans les autres États paternalistes, vous ne pouvez pas avancer. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ces chefs d'État-là qui sont aujourd'hui positionnés en quelque sorte à la tête de ces organismes internationaux n'ont pas encore pris conscience de l'enjeu de pouvoir tout faire pour regagner. Comment se fait-il que l'Afrique, qui est potentiellement la terre qui détient le plus de ressources, le plus de richesses, soit en train de tendre la main à gauche, à droite, devant, derrière? Pourquoi ne pas s'asseoir pour définir des plans stratégiques de pouvoir rendre indépendant? Je suis d'accord que oui, quand vous êtes dans un État, il faut pouvoir se mettre ensemble. Mais quand vous vous mettez ensemble, vous établissez des projets et que quelqu'un de son côté là-bas trouve les moyens pour mettre un traître parmi vous et détruire le projet. J'en veux pour preuve le projet de l'ECO. C'est vrai que jusqu'ici, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais vous savez, vous et moi, que c'est déjà voué à l'échec. Ils ont déjà détruit ce projet-là. Alors que, effectivement, si on était sérieux, conséquent envers nous-mêmes, on devait pouvoir, en tant qu'État africain souverain, se mettre ensemble, définir des plans qui nous permettent de se souder et de se protéger contre les émissions, contre la mainmise de ces Occidentaux-là. C'est de ça qu'il est question. La mainmise de cette puissance extérieure qui sont hostiles à l'émancipation de l'Afrique. Mais quand, parmi vous, vous avez des gens qui sont facilement corruptibles, qui sont facilement manipulables, quand vous mettez le projet en place, et ce sont eux qui vont tout faire pour tout détourner, tout détruire. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos organismes internationaux. Ils font tout, ils injectent le maximum d'argent nécessaire pour positionner les gens qui servent de pions. Et quand ils sont positionnés, qu'est-ce qui se passe après? On constate que les aspirations du peuple sont mises de côté. On constate qu'entre Africains, on se détruit, on se déchire. On constate que des organismes régionaux, sous-régionaux, qui sont censés protéger, aider les États africains à se relever,
enfonce davantage ces États-là pour que demain, on commence encore par tendre la main aux puissances occidentales pour dire venez nous aider à relever tel pays. On a déjà changé le mode de gouvernance, on a déjà changé de chef, le nouveau chef est là, aidez-nous à le relever. Or, entre-temps, c'est vous-même qui avez aidé à détruire cet État-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand il n'y a pas cette prise de conscience pour qu'on puisse lever un bouclier solide et solidaire autour de l'Afrique, eh bien, on se retrouvera d'ici 5 ans à parler des mêmes problèmes. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je confirme effectivement, j'estime de mon point de vue, de mon analyse, que, ah oui, il y a de ces puissances occidentales hostiles, puissances extérieures hostiles à l'indépendance véritable de l'Afrique, qui ont toujours, ils sentent le besoin permanent d'avoir une même mise sur nos organismes régionaux et sous-régionaux afin de pouvoir faire passer leur processus, leur plan de déstabilisation de l'Afrique pour pouvoir demain, après-demain, indéfiniment, nous maintenir dans la politique de main tendue. J'avais donc souhaité que la régie puisse nous mettre en ligne l'intervention du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui, à ce niveau-là, nous a montré la révolution que les pays africains ont démarrée. La révolution malienne, vous l'avez constaté sur le continent africain, les Maliens aujourd'hui répondent au coup par coup. Les Maliens veulent discuter désormais d'égal à égal, même si la France continue pour certaines nations à être donc la nation colonisatrice. La colonisation, elle est terminée, il semble, on a l'habitude de dire, mais visiblement, les Maliens ont pris une autre dimension. Nous allons écouter donc le ministre malien des Affaires étrangères, il a nom, Abdoulaye Diop. Après leur prise de contact, les membres du gouvernement avec à leur tête, le Premier ministre et le chef de l'État ont échangé sur les points les plus préoccupants qui doivent être gérés de manière prioritaire, notamment la sécurisation du territoire, l'amélioration de la qualité de vie des... Répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako se bat pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente? Éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma sœur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Puisqu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako, oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts. Civils ou militaires. On ne compte pas.
Combien de Sénégalais ou d'autres ont perdu la vie? Donc, je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Elle dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. D'abord, la France se substitue aux armées africaines parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Quelle souveraineté vous promouvez? Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. Ce n'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. On considère que le peuple malien est notre ami et non une partie des Maliens. Je crois que ça, c'est la cause par rapport à ces questions. Voilà, vous avez écouté donc le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Il est allé sans équivoque, il est allé donc sans mettre les gants. Il a dénoncé donc cette politique qui consiste véritablement à vous montrer une autre face, alors qu'en réalité, on agit en sourdine pour véritablement vous déstabiliser. Oui, Léonard Sonaïpon, quelle est votre réaction par rapport à ce que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, vient de déclarer? Moi, je pense qu'il est dans le vrai, dans l'entièreté de ses propos. Et moi, je pense également que la France adopte aujourd'hui une autre politique. Avant, c'était une France sournoise, une France qui restait dans l'ombre et agissait. Mais apparemment, la politique de Macron est une politique frontale, où il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut attaquer les États africains qui ne sont pas alignés. Et moi, je pense que de plus en plus, certains États africains, certains dirigeants africains et la jeune génération d'Africains aujourd'hui qui est en train de naître est différente de la génération passée qui était en quelque sorte des béni-oui-oui, était en quelque sorte... une génération versée dans la passivité. Dans la passivité, beaucoup de corruption ou une génération qu'on pouvait très rapidement manipuler. Et cette génération est de plus en plus se réveille à travers des panafricains que vous connaissez très bien. Par exemple, il y a Nathalie Nyam qui a été interdit du territoire français pour des raisons quand même un peu grotesques, quand on sait que c'est un pays qui se revendique, par exemple, comme étant un pays de la liberté, un pays où vous pouvez vous exprimer assez librement, mais qu'une personne même... Un pays de droit. Un pays de droit. En parenthèse, n'oubliez pas qu'on a demandé à Guillaume Soro de quitter le territoire français. Qu'une personne même qui n'est même pas sur le territoire français, mais qui, entre-temps, émet des avis en tant que journaliste. Parce que Nathalie Nyam a une formation, par exemple, de journaliste. Elle a étudié la géostratégie et c'est quand même grotesque qu'un pays comme la France aujourd'hui puisse interdire cette citoyenne suisseau-camerounaise donc de son territoire. Et quand vous entendez les propos donc de Abdoulaye Diop, c'est l'étalage de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est que véritablement, les pays ne sont pas indépendants. Les pays qui, automatiquement, ne veulent pas être alignés sont considérés comme rebelles et sont traités comme tels. Et quand vous êtes traité comme tel, on vous met tous les bâtons possibles dans les roues. On dit que vous êtes peut-être des alliés de la Russie et que vous êtes d'accord avec ce qui se passe en Ukraine. On vous met tout sur le dos. Vous ne faites plus rien qui soit en accord avec vos principes, avec les aspirations du peuple. On fait une désinformation, on vous monte contre votre propre peuple et des années après, on essaie tant bien que mal de chercher une brebis galeuse, quelqu'un qui
de l'opposition peut-être peut se lever, dénoncer ces dérives-là, arriver au pouvoir, qu'on puisse manipuler facilement. Aristide Canosso, vous avez aussi suivi avec une attention particulière, puisque vous avez changé de position pour véritablement donc écouter le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Vous l'avez écouté, hein, il a dit qu'en 2013, la France les a aidés donc, à libérer Gao, à libérer Tombouctou, mais quand il était question d'aller à Kidal, on les a arrêtés à 50 km. Vous voyez ça? Vous voyez que c'est sérieux ça? Vous êtes dans une nation. Vous êtes venu aider une nation à chasser les djihadistes, c'est-à-dire ceux qu'on appelle terroristes. Les djihadistes, c'est eux-mêmes, les Français qui fabriquent ces gens-là, et c'est eux qui leur accrochent le nom djihadiste, alors qu'en réalité, c'est des terroristes. Et vous demandez donc aux soldats maliens que non, vous ne pouvez pas rentrer à Kidal, et vous, jusqu'à aujourd'hui, les forces maliennes n'ont pas droit d'entrer à Kidal. Vous trouvez ça sérieux? Pas sérieux. Et même 10 ans après, il a confirmé, ils n'ont pas encore pu avoir accès à Kidal, parce que la France a pris tout le temps pour miner ce territoire, pour décupler, multiplier les rebelles et les terroristes à ce niveau. Vous savez, avant de continuer, j'aimerais qu'on soit plus précis, ou j'aimerais quand même qu'on soit d'accord sur un seul point. Vous savez qu'en dehors de la manipulation de certains leaders politiques africains, il y a une défaillance géostratégique qui existait depuis et qui continue d'être alimentée jusqu'à aujourd'hui. C'est que Jacques Chirac l'a confirmé en tant qu'ancien chef d'État, l'essentiel de l'économie française provient de l'Afrique. L'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité. Ce qui veut dire que cet argent-là, ce sou-là, qui est dans le portefeuille de l'État français, appartenant à l'Afrique, tient sa source de quelque part. Ils ont des stratégies pour pouvoir prendre ces sous-là. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là, qui vivent ou survivent sur l'économie d'une nation dite indépendante, ou d'un État ou d'un continent dit indépendant, puissent se départir facilement de ce continent-là? C'est impossible. Sauf si les chefs d'État, tel que ça se passe au Mali aujourd'hui, puissent se lever pour dire non à la France. Et donc, je pense que c'est ce non-là que Abdoulaye Diop est en train de poser à cette dame ou à cette représentante de la France. Je ne veux pas l'appeler émissaire ou pion, mais écoutez, quand elle dit par exemple que le Mali est un État souverain et que la France ne peut pas se substituer à l'armée malienne, je pense qu'elle rentre même en contradiction avec Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, oui, il a confirmé. C'est vrai, il est dans une politique d'affront aussi, mais il est dans une politique d'aveu. Sa première politique, c'est de passer aux aveux et pouvoir se faire encore repositionner au nom d'une franchise dont on ne sait peut-être pas l'origine. Vous vous souvenez, lors du sommet France-Afrique, qui n'a pas réuni les chefs d'État comme d'habitude, le dernier sommet France-Afrique, mais qui a réuni plutôt les jeunes entrepreneurs? On lui a fait plusieurs questions dans ce sens. Il a avoué que la France a eu la main mise dans plusieurs déstabilisations. Bien évidemment, il a avoué. Et c'est un secret de polichinelle. Il a avoué, il a confirmé que oui, la France a agi à tel endroit. Ah donc, quand lui, il confirme, et que les prédécesseurs aussi, la plupart ont aussi confirmé, des gens comme Jacques Chirac ont aussi confirmé que oui, la France, c'est son rôle aujourd'hui de pouvoir piller l'Afrique pour se repositionner, c'est de pouvoir tout faire pour déstabiliser un chef d'État, positionner leur pion pour pouvoir maintenir leur intérêt sur place. Alors, il n'est pas un secret pour qui que ce soit qu'ils sont en contradiction entre eux-mêmes, ces Français-là. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Et ce que moi, j'aimerais préciser, c'est que vous devez remarquer que j'ai retrouvé un peu de force. Oui. Parce que tout à l'heure, vous soulignez le fait que je parlais sans conviction. C'est comme un remontant que Abdoulaye Diop vient de me donner.
c'est un remontant. C'est comme un malade qui a pris un remontant. Parce que quand je les écoute, je sens une conviction véritable. Je deviens africain plus que jamais. Sincèrement, je sens qu'il faut qu'on suive ces messieurs-là, qu'on les accompagne dans cette lutte-là. Et qu'il ne suffit pas, quand ils parlent, que l'Assemblée applaudisse et que ça s'arrête là. Dès que l'Assemblée applaudit, eh bien, dans les pratiques, dans les processus, dans les plans, au niveau de chaque État, qu'on puisse sentir un accompagnement envers le Mali, qu'on soit plus solidaire envers ce pays-là, et que le Mali puisse imprimer cette marque-là à tous les autres micro-États de l'Afrique, afin qu'on devienne, comme le disait Laurent Gbagbo, un État véritable, qu'on quitte l'étape de micro-État. C'est de ça qu'il est question. Donc moi, j'estime sincèrement que le Mali fait preuve d'un courage inouï. Et les Français sont dans le cafouillage à l'étape où nous sommes. Parce qu'ils ont déjà quitté l'étape de sournoiserie, comme le disait Léonard Sonnet-Ecmont. Ils sont passés à l'étape des aveux. Ils ont fait des aveux. Les chefs d'État ont fait des aveux. Macron aussi a fait des aveux. Maintenant, ils sont dans l'étape de contradiction. Parce que ce qu'ils disent, c'est carrément contraire à ce qu'ils font sur le terrain. Ils le disent qu'ils vont faire ça, ils ont fait ceci. Mais ce qu'ils font sur le terrain, c'est carrément autre chose. Donc, à cette étape-là, tout le monde voit plus clair maintenant que la France aura du mal à se départir de l'Afrique. La France est comme un parasite aujourd'hui qui vit de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait du parasite? S'il y a lieu d'arracher la chair là, avec le parasite, on le fera. Donc il va falloir que l'Afrique se lève véritablement et accompagner cette dynamique qui est en train d'être mise en place précisément au Mali. Aristide Kanoussou, je reste avec vous pour vous poser la question que j'ai posée à Léonard Sonnet-Ecmont tout à l'heure. Aristide Kanoussou, est-ce que les organismes africains dont on a cité les noms ici, l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est-ce que les pays africains peuvent se passer de ces organismes internationaux et pourquoi pas sur le plan régional pour véritablement avoir une nouvelle dimension dans le processus de développement? Non, les pays africains ne peuvent pas se passer de ces organismes, mais plutôt de ces vassaux qui servent les intérêts de la France, mais qui sont positionnés à la tête de ces organismes-là pour détourner l'objectif de cet organisme, de ces organismes. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas évoluer en rang dispersé, c'est impossible. Moi, je prône l'unité africaine. On ne peut pas évoluer en rang dispersé. Et pour évoluer en rang serré, il faut forcément passer par des organismes. Donc, moi, je préfère même qu'on soit dans des organismes régionaux, africains, que d'appartenir à un organisme, je ne sais pas, fût-il britannique ou français. C'est de ça qu'il est question. Et tout le monde sait que la Chine a ses intérêts en Afrique, mais c'est des intérêts bien définis. Et elle ne peut pas surpasser ses limites. Et vous n'allez jamais voir la Chine en train de s'ingérer dans des affaires politiques, etc. Parce qu'elle connaît ses limites. Mais quand vous vous mettez dans les organismes comme, je ne sais pas, Commonwealth ou francophonie, on vous dit ce que vous voulez entendre. Mais la réalité, c'est que eux, ils savent jusqu'où pousser leurs limites dans ce réseautage-là. C'est de ça qu'il est question. Mais quand vous êtes dans un partenariat bilatéral et que déjà ici, vous êtes déjà soudés au sein d'une organisation, au sein d'une unité, il n'y a pas de question, il n'y a pas moyen que ces gens-là viennent vous déstabiliser. Donc, oui, l'Afrique a besoin de rester ensemble dans des organismes. D'accord? Des organismes qui ont des objectifs fixes, mais qui sont respectés. Ce n'est pas la CEDEAO même qui est le problème aujourd'hui. Ce sont les hommes qui sont positionnés à la tête de ces organismes. Ce n'est pas l'Union africaine qui est le problème. C'est celui qui est positionné à la tête de l'Union africaine. Ce n'est pas l'UEMOA qui est le problème. Ce sont ceux qui sont positionnés, qui dirigent, qui sont le problème. Parce que la volonté exprimée par ces organismes, la volonté est claire. C'est d'aider l'Afrique à se relever. Comment comprendre que l'Afrique qui a si tant de potentialités, si tant de richesses, mettre en place des organismes de ce stand-là, de cette trempe-là, mais qui ne prospèrent pas? Ce sont les hommes-là qui sont le problème. Donc il va falloir que on puisse, je ne sais pas, faire une conférence même de refonte de ces organismes-là et de voir dans quelle politique pouvoir repositionner de façon souveraine et bien précise, en respect aux lignes de ces organismes, ceux qui vont diriger ces organismes-là.
Et on doit pouvoir leur donner des délais pour les observer. Et ils doivent ce ne sera pas certainement avec les présidents mourants qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est le véritable problème. Les présidents mourants qui sont au pouvoir, qui s'éternisent chez eux, qui tripatouillent la Constitution, eh bien pour s'octroyer un troisième mandat, ce ne sera pas ces présidents-là qui pourront véritablement faire ce que vous êtes en train de dire. Le problème, le mal... La lutte, ce sera encore sur la distance. Oui. Peut-être sur la distance que ça pourra se passer. Non, la lutte sera sur la distance, mais également en profondeur. Je dis en profondeur parce que le mal est endémique. Et il va falloir aller penser d'abord la plaie, d'accord, désinfecter la chose, et maintenant penser à comment cicatriser la plaie. Là où nous sommes bien à une étape où on doit retourner à la base. La base, c'est tel que vous le dites. Comment est-ce que ces chefs d'État là parviennent au pouvoir? Et quand ils parviennent au pouvoir, comment est-ce qu'ils font pour se maintenir indéfiniment au pouvoir? Qu'est-ce qui les amène à se détourner de l'objectif initial qui est de servir le peuple, faire évoluer leurs différentes nations? Et quand on aura fini de régler ce problème, et je pense que ce problème aujourd'hui incombe au peuple, à la jeunesse qui est en train de venir. La jeunesse à travers son intégrité, parce que la jeunesse est de plus en plus au courant de ce qui se passe. Si cette jeunesse donne l'exemple, refuse de suivre la ligne de ces aînés-là, je pense que la génération à venir va changer totalement la donne. Et cette génération, c'est celle qui est là aujourd'hui, qui représente le peuple africain souverain, qui représente, disons, l'Afrique des libertés. Donc cette jeunesse qui est en train de prendre conscience aujourd'hui, il faut que cette jeunesse, mette des garde-fous pour entretenir cette logique de pouvoir relever l'Afrique. Ça, c'est la base. Et quand cette jeunesse a fini de s'imprimer cette logique, quand demain ce n'est pas forcément loin, demain c'est peut-être 5 ans, 10 ans, quand demain cette jeunesse sera positionnée au niveau de nos États africains, on est sûr que quand le redéploiement va se faire sur les organismes régionaux que nous avons pour diriger ces organismes, on est sûr d'avoir la jeunesse forte, convaincue, avec une vision claire, qui veut véritablement changer les choses. Une jeunesse à l'image de Thomas Sankara, une jeunesse à l'image de Ibrahim Traoré, qui sait là où elle va, et c'est de ça qu'il est question. Donc quand on aura fini de régler ça, figurez-vous, les organismes internationaux seront stables. Et quand ils seront stables, l'Afrique deviendra stable. Parce qu'en ce moment, le véritable combat va commencer. Parce que c'est là le véritable combat va commencer. Figurez-vous, ça ne sera pas facile. Parce que quand vous êtes un continent où l'essentiel de vos ressources sont déposées en France, il y a problème. Et quand vous êtes dans un continent où, sur un continent où, c'est vous qui nourrissez un pays entier comme la France, parce que Jacques Chirac l'a dit, c'est dit, plus de 80% de ce qui se trouve dans leur portefeuille, ça provient de l'Afrique. Alors là, sachez bien que le combat ne sera pas facile. Donc pour réussir ce combat-là, il faut déjà dès maintenant commencer par préparer la mentalité de cette jeunesse qui veut prendre la relève en son temps. Aristide Kanousso, merci. Léonard Sonaïpon, vous avez suivi Aristide Kanousso rapidement en une phrase. Vous êtes d'accord avec lui quand il parle en ces termes? Absolument, il est totalement dans le vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, nos États africains doivent opposer un rapport de force. Et c'est ce rapport de force-là qu'on constate aujourd'hui dans certains pays comme le Burkina Faso, comme le Mali et la Guinée-Conakry. Et la Guinée-Conakry. Oui. Le rapport de force, c'est de dire que nous ne voulons plus être dans l'aliénation. Il faut sortir donc de sa torpeur, ne plus avoir peur donc de l'ex-colon et entretenir d'autres relations. On n'est pas obligé d'être dans une fidélité qui ne nous apporte rien du tout. Aujourd'hui, ces pays africains-là doivent aller regarder ailleurs. On n'a pas dit qu'on ne s'est pas juré fidélité. Ce n'est pas un mariage. Et donc, aujourd'hui, nous on prône à ce qu'on ait plusieurs partenaires et qu'on soit véritablement volatile. Vous voulez dire que le pôle de développement du continent africain ne se trouve plus en Europe? Non. Ce qu'il faut chercher, selon moi, c'est dans chaque domaine
aller chercher l'expertise où elle se trouve. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez l'économie, aujourd'hui, c'est la Chine qui est la première puissance économique. Donc, on traite avec la Chine sur le rapport de force économique. Si vous prenez, par exemple, la Turquie, qui, dans certains domaines... Sur le plan technologique, excelle. Eh bien, c'est 100%. Eh bien, on traite avec la Turquie, la Russie. Sur le plan militaire, on traite avec la Russie. Et donc, on diversifie nos partenariats, ce qui va faire qu'aucun État, aucune puissance ne sera dans une certaine mesure, ne pourra dire, si je les lâche, ils vont tomber. Non. Si vous nous lâchez, on ira voir ailleurs. Automatiquement et tout de suite. Et c'est ce rapport-là que nous avons eu entre-temps avec la France, qui faisait que dans leur tête, ils se disaient, dès que nous allons les lâcher tout de suite, ils ne pourront plus marcher seuls parce que nous leur avons tenu la main pendant des années et des années. Ils ne peuvent véritablement pas marcher seuls. Et ils pensent tous dans leur tête que ces pays-là n'ont pas la capacité intrinsèque de pouvoir construire leur développement eux-mêmes, ce qui est archi faux. Je pense également que ces pays africains-là doivent mûrir. Et mûrir, c'est que cette nouvelle génération qui naît et qui contient en son sein de nombreux panafricanistes puisse corrompre ceux-là qui sont également dans la même dynamique que les présidents africains actuels. Je parle de la bonne corruption. Parce que si dans 10 ans, 20 ans, ce sont les mêmes prototypes de présidents africains qu'on connaît, on aura beau parler, rien ne changera. Merci. C'est la tête qu'il faut d'abord essayer de nettoyer, parce que c'est la tête qui va rejaillir sur le peuple, et le peuple, ensemble, tous les peuples vont dire oui et construire ce développement-là que nous voulons tant. Merci à chacun de vous. Eh bien, nous allons donc aborder le Burkina Faso en subsidiaire pour mettre un terme à cette émission qui tire inexorablement vers sa fin, puisque là, eh bien, le nouveau Premier ministre, eh bien, au niveau donc du Burkina Faso, a pris officiellement fonction. Il a été investi dans ses fonctions, le Premier ministre donc, du Burkina Faso. Nous allons donc suivre ce petit reportage qui nous permet de revenir eh bien, pour décortiquer un tout petit peu donc, l'arrivée de ce Premier ministre-là, le chef du gouvernement eh bien, burkinabé, surtout que eh bien, le Burkina Faso est désormais dans une phase de transition. Suivons donc ce reportage. Après leur prise de contact, les membres du gouvernement avec à leur tête, le Premier ministre et le chef de l'État ont échangé sur les points les plus préoccupants qui doivent être gérés de manière prioritaire, notamment la sécurisation du territoire, l'amélioration de la qualité de vie des Burkinabés et enfin l'amélioration du système de gouvernance. Dans une déclaration de moins de 2 minutes, le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, est allé droit au but. C'est un gouvernement de combat qui a été formé. Ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala. Et le président vient d'insister sur ce point encore ce matin. Alors donc, ce gouvernement aura principalement 3 objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. C'est la sécurisation du territoire. Et ça, tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Le deuxième objectif sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Pouvoir d'achat, salubrité, insalubrité, hygiène, faire en sorte que le Burkinabé puisse vivre de façon agréable dans son environnement. Et enfin, le troisième objectif sera d'améliorer le système de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que chaque fois il y a l'instabilité politique? Que pouvons-nous faire pour une meilleure gouvernance pour notre pays, pour notre société? Voilà les objectifs principaux du gouvernement. Et à ces 3 points, chacun peut y adhérer, pour peu qu'il ait un esprit patriotique.
Des objectifs clairs et concis qui témoignent de la volonté manifeste du gouvernement du MPSR2 de rompre avec les anciennes pratiques et surtout de placer le pays des hommes intègres sur une orbite de développement. Le courage et la détermination du président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, rappellent celui de l'ex-président du Faso, lâchement assassiné par l'impérialisme occidental, et lui confèrent déjà le surnom de Sankara II. Ibrahim Traoré, Sankara II, nous espérons véritablement qu'il pourra conduire le Burkina Faso jusqu'à la fin de cette transition et pour que le Burkina reprenne véritablement ses lettres de noblesse, le pays des hommes intègres. Aristide Kanoussou, vous avez suivi donc le Premier ministre burkinabé, notre ami qui LM, qui a été confortablement installé dans son fauteuil de Premier ministre. Vous avez vu les objectifs de son gouvernement, la pacification du Burkina Faso. Premier objectif, ça va être une équation extrêmement difficile à résoudre. Oui, extrêmement difficile. Vous devez remarquer que les quelques derniers jours là, les terroristes ont repris de force. Non, nous allons parler de... Oui, les terroristes. Oui, ils ont repris de force. Et donc, il va falloir que sur le premier objectif, qui est la sécurisation du territoire burkinabé, il va falloir justement que le Premier ministre puisse mettre les moyens et mettre véritablement les moyens afin que les objectifs soient atteints sous peu. Et je souhaiterais également que, dans cette logique, qu'il ne se fasse pas ébranler, parce que, figurez-vous, les vassaux vont commencer maintenant par mettre en marche leur système de déstabilisation. C'est déjà mis en marche, mais ils vont peut-être plus corser ça. Il va falloir que cette conviction que moi je lis sur son visage, et cette précision de quelqu'un qui connaît là où il va, parce qu'au départ, vous avez entendu Ibrahim Traoré qui, dans son erreur de communication, disait que tout est urgent. Et tout est urgent, qui ne sait même pas par où on doit commencer. C'était peut-être une erreur de communication. Ici, on sait maintenant par où on veut commencer et on sait ce qu'on doit faire. Et il va falloir que le peuple burkinabé puisse accompagner ce pouvoir en place pour atteindre cet objectif-là, l'objectif de sécurisation. Quand on parle de sécurisation, il faut d'abord aussi parler de communication. Il faut que les populations puissent aider à transmettre des informations précises aux forces de l'ordre, afin qu'eux, à leur tour, puissent mettre en place une stratégie rapide pour débusquer le plus tôt possible le réseau de ces déstabilisateurs qui sont des terroristes. Et il va falloir également que le gouvernement qui est mis en place puisse penser au bon vivre des populations à travers plusieurs plans de travail, plusieurs plans stratégiques. Je pense que c'est dans leur priorité aussi. C'est très important. Et l'autre chose, c'est la gouvernance. D'accord ? Il ne faut pas, après avoir pris goût au pouvoir ou après avoir réussi à repousser les terroristes à 80-70%, qu'on puisse baisser les bras. Quand vous baissez les bras et vous commencez pas à manger, vous empochez les sous, vous retrouverez certainement un beau matin dos au mur. Mais je suis convaincu que ce régime qui est en place, est un régime qui a suffisamment la tête sur les épaules. Et Thomas Sankara II, le Premier ministre nommé ou surnommé Thomas Sankara II, va certainement jouer sa partition. Oui, il jouera sa partition. Vous l'avez si bien dit, Léonard Sonaïpon. Vous avez écouté donc le Premier ministre burkinabé qui, en dehors donc de la pacification de ce territoire, parle également du bien-être des Burkinabés. Absolument. Il faut mettre ça également en priorité. J'espère bien évidemment que le titre de Sankara II n'a aucun lien avec le fait qu'il a été assassiné très jeune et froidement. J'espère que le titre Sankara II ou bien ce sobriquet-là qu'on lui confère aujourd'hui, c'est en rapport avec les idéaux qu'il porte et que ces idéaux-là ne changent pas au fil du temps parce qu'on sait que le pouvoir corrompt et le pouvoir corrompt en mal. Et on l'a vu avec énormément de présidents africains qui, lors donc, des campagnes ou bien avant donc, de venir au pouvoir, parfois sont même dans l'opposition, crient le ras-le-bol, disent non au tripatouillage de la Constitution, ils viennent eux-mêmes, ils veulent réviser la Constitution. Et donc, il ne faut pas entrer dans cette dynamique-là, il faut rester droit dans ses bottes, parce que c'est en faisant cela que la population reste avec soi.
dès que vous allez commencer par vous écarter de votre chemin, de votre contrat avec le peuple, automatiquement le peuple va vous laisser et va forcément recourir à un autre sauveur. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en train de guetter le Burkina Faso, en train de voir qu'est-ce qui va arriver à la fin. Est-ce qu'ils ne vont pas entrer également dans une dérive autoritaire? Est-ce qu'ils ne vont pas entrer dans une dérive politicienne de la politique? Il ne faut pas qu'ils en arrivent là. Aujourd'hui, le Burkina Faso étant donc dans un régime semi-présidentiel, le Premier ministre ayant nommé ses ministres, il faut également qu'ils puissent contrôler les actions de ces ministres pour qu'ils également ne soient pas dans le populisme, qu'ils fassent des actions concrètes sur le terrain pour le bien-être de la population, parce qu'une chose est de sécuriser le territoire, une autre est de participer et de contribuer à l'épanouissement, au bien-être de cette population-là. Parce que vous avez beau sécuriser le territoire, si ce peuple-là n'arrive pas à manger, si ce peuple-là n'arrive pas à se vertir, à quand même assurer les 5 besoins fondamentaux, c'est vrai qu'ils sont dans une période critique de leur histoire et que ce peuple-là sait qu'il doit se sacrifier un tout petit peu pour qu'il y ait un retour de l'accalmie, pour qu'il y ait un développement dans ce pays. Mais ce peuple-là également ne va pas pardonner si il sait qu'il y a quand même des ressources dans la caisse de l'État et que les bénéfices ou bien les recettes de l'État ne sont pas quand même régénérées de manière équitable au niveau de la population et qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches aux dépens d'autres. Et surtout, Modeste Saliwanou, si vous le permettez, dans la lutte ou la sécurisation du territoire burkinabé, il ne faut jamais et au grand jamais composer avec ceux qui alimentent les terroristes. Ceux qui alimentent les terroristes, ils les connaissent. Il ne faut au grand jamais composer avec ces gens-là sous prétexte qu'ils ont besoin de leurs forces militaires pour repousser les terroristes. Votre mot de fin, s'il vous plaît, puisque l'émission est complètement terminée. Mon mot de fin, c'est de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et leur dire que nous allons certainement revenir le week-end prochain avec plus de force, puisque vous avez relevé qu'il y a cela a manqué un peu. C'est notre devoir de les servir et nous serons toujours là. Oui, nous serons toujours là, Aristide Kanoussou. Oui, Léonard Sonaïpan, vous, votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci également à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, également aux auditrices et auditeurs, parce que l'émission est radio-diffusée, et en synchronisation avec la radio. Il faut dire tout simplement comme mot de fin que les peuples africains, au-delà donc de l'emprise des pays occidentaux, doivent s'affranchir eux-mêmes et prendre les taureaux par les cornes et développer eux-mêmes leur pays. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Voilà, madame, monsieur, c'est en quoi se résume l'émission que nous avons eu le plaisir de présenter aujourd'hui. Valentin Dibaucha, sur un autre front, nous avons donc accompli le devoir. C'est vrai que vous avez noté quelques ratés dans ce devoir que nous avons accompli. Mais tenez-vous tranquille, dans une œuvre humaine, on ne peut jamais être à 100% comme Dieu le Père Céleste. Ce sera tout qu'il faut retenir sur cette émission que nous avons eu le plaisir d'animer. Toute l'équipe de réalisation, de montage, de diffusion, les hommes de l'ombre, comme on le dit dans notre jargon de communication, se joignent à nous pour vous souhaiter une excellente journée dominicale. On se retrouve samedi et dimanche prochain, si Dieu le veut.